À Pape Bess Diba, remue-ménage qui reçoit aujourd'hui notre confrère Pape Sadio Thiam, enseignant-chercheur, président du think tank Initiative Afrique 2030. Merci Pape Sadio d'avoir répondu à notre invitation. Merci Binta de l'invitation. Nous recevons également Daouda Tal, éditorialiste, consultant. Merci Daouda. Merci Binta et bonjour à tous vos auditeurs. Merci. Alors, 12 ans, l'APR a déjà 12 ans, soufflé le parti du président qui a fêté son anniversaire, j'allais dire sans tambour ni trompette, dans pratiquement une division totale. Daouda Tal. Oui, alors, division totale, tout est une question d'interprétation, bien entendu. Ce qui est sûr, c'est que le président de la République, chef du parti de l'Alliance pour la République, n'était pas présent à l'anniversaire, au 12e anniversaire de cette formation politique, qui est, du reste, un parti au pouvoir. Celui qui était présent, Mbaye Ndiaye, qui est le directeur, me semble-t-il, des structures. Alors, cette absence-là, on peut l'interpréter de diverses manières. D'une part, le contexte, à mon avis, justifie vraiment que l'on ne soit pas totalement dans des festivités. Parce que le pays traverse une situation difficile. D'abord, à la base, nous sommes un pays en voie de développement, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui sont dans un certain nombre de difficultés de base, puisque nous sommes dans un pays en voie de développement comme du reste d'autres pays en Afrique. Et par ailleurs, nous sommes dans un contexte qui est quand même très difficile, c'est-à-dire la pandémie Covid-19 qui a eu des impacts déjà qui se sont fait ressentir dans l'économie, dans la vie sociale du pays. Donc, quelque part, ce serait même à la limite pas très décent d'être dans des festivités et d'exagérer sur la chose. Qui dit festivité dit dépenses. Je pense qu'aujourd'hui, le pays a plus besoin d'économiser, de collecter, de bien investir, notamment dans l'entrepreneuriat, dans l'appui aux jeunes. On est aussi dans un contexte de l'immigration clandestine. Donc, je pense que ça a été, je ne connais pas la raison exacte, mais ça a été un choix qui me semble être juste de la part du président de la République et président du parti de l'APR de ne pas... On n'a pas seulement constaté, Pape Sadio Thiam, l'absence du président de l'APR, mais également de pratiquement tous les membres fondateurs de ce parti présidentiel. Alors, est-ce que vous êtes d'accord sur les contextes évoqués par votre vis-à-vis? Absolument, je partage son avis. Absence du président de la République à l'occasion de la célébration du 12e anniversaire de l'Alliance pour la République. Peut-être le contexte ne s'y prête pas. Nous sommes dans un contexte de pandémie exacerbée avec la montée des cas. Donc, il est évident que le chef de l'État, en tant que gardien de la nation, premier des Sénégalais, puisse donner l'exemple. Nous sommes également dans un pays où on aime beaucoup la fête. Malgré les avertissements lancés de gauche à droite par les agents de la santé, notamment les ministères de la Santé, on a constaté aujourd'hui que la tendance au rassemblement n'a pas gagné en répit. Donc, sur ce plan-là... Mais il y avait quand même rassemblement. Il y avait rassemblement, oui. Quand même. Il y avait rassemblement. Mais comparé aux autres années, on peut dire qu'il y a quand même une prise de conscience chez les Sénégalais. C'est ça, c'est l'explication médicale qu'il faut en faire, mais l'explication politique. L'explication politique, oui. Je vais en venir. Parce qu'il faudrait d'abord qu'on s'arrête sur l'Alliance pour la République, qui, c'est vrai, a 12 ans d'existence, mais qui est quand même une pathologie dans la scène politique sénégalaise. Pathologie entre guillemets. Voilà un parti qui est arrivé au pouvoir sans avoir participé individuellement à aucune élection. La perte n'est jamais allée seule à une élection. C'est vraiment un paradoxe. C'est un paradoxe et ça montre qu'aujourd'hui, la presse s'est toujours faufilée dans les coalitions pour participer à des élections. Cela montre que... Benno Bokk Yakaar notamment. Cela démontre que les coalitions sont une sorte de tontine politique
qui vide le processus électoral de sa substance, mais ne montre pas les véritables rapports de force dans l'espace politique sénégalais. Donc, de ce point de vue, les coalitions sont une tontine, une sorte de plaie qui balafre la démocratie sénégalaise. Oui. C'est vrai, l'APR a été créée par Macky Sall il y a 12 ans. Mais la création de ce parti aussi, il y a quelque part chez Macky Sall une énigme, une sorte d'énigme. On l'a toujours sous-estimé, on a toujours pensé qu'il était un nain politique, même quand bien que j'ai toujours dit qu'on ne peut pas arriver au pouvoir si on n'a pas un génie politique. Il a quand même un génie politique, il faut le lui reconnaître. L'APR, il s'est ici au pouvoir, il a sublimé ce qu'on appelle la notion de partage du pouvoir. Il a sublimé la notion de partage du pouvoir en maintenant sa coalition intacte, ce qui est rare dans l'espace politique sénégalais. Maintenant, du point de vue de la démocratie, de la consolidation de la démocratie, Macky Sall n'est pas un acteur majeur de notre projet démocratique. Il n'est pas un père fondateur du Sénégal et donc il n'a pas participé à la lutte pour l'indépendance du Sénégal parce qu'il est né après. Donc de ce point de vue, il constitue une sorte d'énigme qu'il faudrait un jour essayer de décortiquer. Il a beaucoup manœuvré. Il a manœuvré et dès son arrivée au pouvoir, il a utilisé toutes les possibilités que les exigences de la transparence et de la reddition des comptes lui offraient pour inscrire ses adversaires dans les arcanes précaires de la déculpabilisation. Oui. Les arcanes précaires de la déculpabilisation, c'est-à-dire que vous prenez par exemple un parti comme le Parti démocratique sénégalais, mais bien ce parti a été inscrit très tôt dans les arcanes précaires de la déculpabilisation. Donc depuis 2012 jusqu'en 2015, ce parti n'a pas eu le temps de se réorganiser. Oui. C'est pourquoi il est en train de se réorganiser avec la grande majorité présidentielle. Nous y reviendrons. Et d'ailleurs, sur le fin manœuvrier dont vous faites état, vous allez en savoir davantage parce que dans l'invité de Babacar Fall, Souleymane Jules Diop quand même a eu à lancer des bombes sur les négociations qui sont en train de se faire. Vous allez découvrir cela tout à l'heure avec Babacar Fall dans le grand jury. Alors, le président a quand même demandé à ce que l'APR fasse sa mue. Daouda Tall. Est-ce que c'est possible dans ce contexte de division qui est né quand même lors du dernier remaniement ministériel? On a vu que les grands ténors de l'APR ont été écartés du gouvernement et qu'il y a bien entendu des frustrations. Oui, je pense, Binta, que la réponse même est dans la question que vous posez. C'est-à-dire que, est-ce que c'est possible que l'APR fasse sa mue dans un contexte de division avec les sorties qu'il y a eu lors du dernier remaniement? Je pense que c'est parce que l'APR est en train de faire sa mue qu'il y a eu ces sorties, cette division. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc, quelque part, l'APR, je pense, et en particulier Macky Sall, pense à une recomposition de l'espace politique. Donc, dans ce contexte-là, il faut renforcer son parti. À mon avis, il est dans cet état d'esprit. Renforcer son parti, ça veut dire l'ouvrir et l'élargir. Oui. Alors, l'ouvrir et l'élargir à qui? À d'autres qui, soit ont été là, mais qui n'ont pas encore goûté au pouvoir, ou d'autres qui n'avaient jamais rejoint, mais qu'on invite à rejoindre. Parce que, bien entendu, même si la coalition Benno Bokk Yakaar a gagné la dernière élection présidentielle, il faut dire quand même que c'était dans un contexte difficile. On ne savait pas qui allait gagner l'élection véritablement avant l'élection. Bon, chaque parti était confiant, mais l'espace politique s'était déjà recomposé avec l'arrivée d'Ousmane Sonko, avec aussi l'arrivée d'un certain nombre de politiciens. Oui, donc, nous reviendrons sur cette recomposition politique. Voilà, donc je pense que quelque part, voyant ce contexte-là, il était important pour l'APR de voir comment essayer, il faut dire les choses, d'affaiblir davantage ceux dans l'opposition qui essayaient de monter et qui représentaient une menace politique, parce qu'on est en politique, et en l'occurrence, à partir du moment où on se renforce de l'intérieur, il y a forcément une sorte de, entre guillemets, saignée qui se fait. Mais ceux-là vont aller aussi rejoindre l'opposition quelque part
pour certains en tout cas, peut-être pas la totalité. Donc pour revenir de manière très concrète sur votre question, je pense que l'appel qu'a fait Macky Sall, président de l'APR, pour inciter ses partisans à faire la mue, à aller dans ce que vous appelez l'APR qui fait sa mue, je pense que ça, c'est quelque chose qui est devenu nécessaire pour l'APR. Sans ouverture, le parti, c'est pas sûr que le parti soit encore plus fort que ce qu'il était avant. Donc ça, c'est vraiment stratège de leur part. Et je pense que on arrive, on y reviendra comme vous le dites, mais on arrive dans cette recomposition politique qu'on ne peut pas véritablement séparer de cette recomposition qui se fait à l'intérieur même de l'APR et donc de manière plus globale à l'intérieur de la coalition Benno Bokk Yakaar. Est-ce qu'on peut rester fort, Pape Sadio Thiam, quand on met dehors ses partisans ou ses proches qui étaient là dès les premières heures de la création du parti, tout en s'ouvrant quand même à d'autres alliés? Binta, c'est un peu le paradoxe de l'appel du président de la République pour une sorte de mise au niveau de l'APR, mais également, récemment, il avait déclaré que je ne sacrifierai pas mon parti. Évidemment, le président Macky Sall a sacrifié son parti sous l'autel des combinaisons politiques. On sait qu'il s'est beaucoup appuyé sur une coalition comme Benno Bokk Yakaar pour gouverner. Et on a également remarqué que ce qu'on appelle les historiques du parti, notamment Aline Badara Cissé, Moustapha Cissé Lo et tant d'autres, soit ne sont plus de l'APR ou bien sont à la périphérie du parti ou bien sont dans une période de froid avec le président. Il y a Aminata Touré, il y a l'ancien ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Cissé, tous ces gens-là quand même représentaient quelque chose au sein de l'APR. Absolument. Bon, tant bien que Mokhtar Cissé n'est pas un membre fondateur de l'APR, même Aminata Touré, même si par ailleurs on conteste son statut de membre fondateur de l'APR, est restée quand même une femme intellectuelle qui avait quand même une certaine indépendance d'esprit, une certaine indépendance de pensée dans le fonctionnement même de l'appareil qu'est l'Alliance pour la République. Moi, je pense que l'APR, du point de vue de l'organisation, du point de vue de la massification, n'est pas un parti composé. Et il n'y a pas ce qu'on appelle une osmose organique dans ce parti, ni des structures régulières. C'est peut-être un bureau politique, je ne sais pas comment on l'appelle, qui se réunit de temps en temps, qui fait des communiqués pour faire ce qu'on appelle exercer sa fonction tribunicienne. Parce que la vocation des partis, c'est d'exercer une fonction tribunicienne, de participer à la prise de la parole publique. Mais quand même, on ne peut pas dire que l'APR est un parti organisé. C'est peut-être un parti qui juridiquement existe, mais qui, du point de vue de la structuration politique, n'a pas une existence quand même. Oui, Idrissa Seck est quand même venu, ça fait jaser certains, même s'ils ne le disent pas de façon haut et fort. Ça a créé des frustrations même au niveau de la coalition. Aujourd'hui, on nous a dit également que d'autres vont venir. Les tractations sont en train de se faire. Aujourd'hui, Daouda Tall, pourquoi le président aurait besoin d'élargir sa majorité présidentielle alors que son mandat devrait prendre fin en 2024? 3 ans seulement nous séparent de 2024. Oui, alors... donc quelle fin? Qu'est-ce qu'il cherche? Quel est ce qui se trouve dans la tête du président actuellement pour vouloir élargir sa majorité? Bien malin celui qui sait ce qui se trouve exactement dans la tête du président. Mais ce qu'on peut, c'est analyser. Moi, je pense que le fait que, de toute façon, c'est un mandat qui démarre, faut le dire. Parce que gouverner, même en l'espace d'une année, si vous n'êtes pas fort au pouvoir, il y a des risques à ce niveau-là, aussi bien pour vous que pour la politique que vous menez. Donc c'est dans ce sens-là sans doute. Maintenant, même si Macky Sall s'en va, il a un parti, il est dans une coalition, il faut aussi qu'il prépare cette coalition-là. Donc je mets des si dans tout ce que je dis, bien entendu. Donc c'est pas la personne du président lui-même qui est importante dans tout ça. C'est aussi tout le compagnonnage, toute la structure qu'il y a derrière. Donc ce serait peut-être un petit peu même
égoïste de dire moi je m'en vais, je brise tout, je renforce rien. Je pense qu'en politique on ne raisonne pas comme ça. Donc quelque part ça va dans la logique des choses. Oui, mais pour ceux qui ont des ambitions dans son parti, je les mets dehors quand même. Alors, ceux qui ont des ambitions dans leur parti, maintenant, est-ce que c'est des ambitions qui sont déclarées? Ça, c'est une chose. Moi, mais elles sont cachées, quand même, il a eu à les mettre dehors. Hein? Voilà, mais en matière Ceux qui disent que le président a droit à un troisième mandat sont récompensés. Oui, alors, en matière de politique, il faut voir les faits quelque part. Bon, oui. La preuve, parmi ceux que vous citez, l'essentiel de ce groupe-là, sauf peut-être Aminata Touré, dont on ne sait pas vraiment, les autres ont réaffirmé leur position au sein de la coalition, au sein du parti avec le président. Donc tout ça, c'est à interpréter. Maintenant, vous savez, il y a plusieurs types de possibilités en matière d'analyse de ça. Parce que même ceux qui sont partis, rien ne dit que c'est pas pour quelque part aller se faire une place dans le partage du gâteau au sein de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, nous avons deux gâteaux qui sont parallèles. Le pouvoir, l'opposition. Il y a des parts à prendre à chaque fois. Ces parts-là représentent en quelque sorte l'adhésion de l'électorat vis-à-vis du positionnement que cet électorat a, pouvoir ou opposition. Donc ceux qui vont bouder, par exemple, ou ceux qui vont partir pour aller dans l'opposition, parce qu'il y a deux choix possibles, lorsqu'on est un homme politique, soit on est dans la majorité présidentielle, soit on est dans l'opposition. Pour l'instant, que ce soit Amadou Ba, par exemple, Mohamed Boun Abdallah Dionne, etc., ils réaffirment leur positionnement avec Macky Sall. Donc, mais le jour où ils doivent partir, comme vous le supposez peut-être, ce sera pour prendre une part du gâteau aussi de l'autre côté de la rive, c'est-à-dire au niveau de l'opposition. Ça va affaiblir également quelque part, c'est grignoter dans l'électorat d'autres. Donc ça pourrait aussi être bénéfique au parti au pouvoir et à la coalition au pouvoir. Donc tout ça, c'est un peu trop tôt pour analyser de manière très très précise. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, aujourd'hui, je trouve que la coalition Benno Bokk Yakaar se renforce. La majorité autour du président se renforce. Alors, on peut poser la question de l'éthique, quelque part. C'est ce que les citoyens aussi disent. On peut parler de transhumance, etc. Mais dans les faits, si on analyse les faits, il y a quand même une force au pouvoir qui s'est renforcée. Et ça, l'opposition doit apprendre de ça et essayer aussi dans cette recomposition politique de voir comment aussi mettre en place des stratégies pour ne pas s'affaiblir. Parce que si le pouvoir se renforce et que l'opposition ne développe pas des stratégies dans l'union quelque part, ce qui n'est pas, c'est le contraire aujourd'hui que l'on constate. Davantage d'union au pouvoir, la majorité présidentielle, davantage de division dans l'opposition. Vous parliez de division au sein du pouvoir, moi je vois davantage de division au sein de l'opposition, des coalitions avec des départs aussi dans l'opposition. Il y a eu des départs au pouvoir, mais il y a eu aussi des départs non négligeables. Et un éclatement de ce bloc qui aurait pu être un bloc monolithique fort, mais qui s'éclate au niveau de l'opposition. Donc, quelque part, l'avenir va être très passionnant. Les joutes électorales qui vont arriver vont être très passionnantes. Et ce qu'il faut dire jusque-là, c'est que le fait que Idrissa Seck rejoigne, moi je l'ai déjà dit parce que j'étais interrogé là-dessus au soir du remaniement, c'est peut-être un choix réfléchi qui profite à la fois à Idrissa Seck et au parti au pouvoir, puisqu'on ne fait pas Idrissa Seck ne fait pas ce qui ne l'arrange pas quelque part. Donc c'est un choix, mais c'est un choix qui n'est pas sans risque non plus. Oui, justement, on ne sait pas jusqu'à présent ce que Idrissa Seck et Macky Sall se sont dit pour que Idrissa Seck puisse rejoindre quand même le camp présidentiel Pape Sadio Thiam. Aujourd'hui, Idrissa Seck, il y a des gens qui ont dit, oui, les acteurs, que Macky a quand même pêché un gros poisson. La question que je vous pose, c'est de savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui Idrissa Seck pourrait apporter à Macky Sall, quelqu'un qui, quand même, à Thiès, a quand même perdu du terrain. On a vu quand même son score lors de la dernière élection présidentielle, même s'il est arrivé deuxième, on a vu son score. Qu'est-ce qu'il peut apporter au président surtout que pendant Idrissa Seck est arrivé en sauveur. Il est arrivé en conquérant, mais on ne peut pas quand même reprocher à Macky Sall de vouloir élargir sa coalition.
tant si bien que nous avons quand même un système de valeurs qui n'accepte pas une certaine manière de faire. Nous avons des systèmes de valeurs qui n'acceptent pas une certaine manière de faire. Mais ce qu'on a surtout remarqué, c'est que Macky Sall est en train de construire une majorité dans la coalition majoritaire. Oui. Dans Benno Bokk Yakaar, il est tenté de construire une nouvelle majorité. D'autant plus que ces deux alliés les plus forts, à savoir le Parti socialiste et l'Alliance des forces de progrès, sont dans une situation assez particulière. Il y a des velléités d'indépendance vis-à-vis de la coalition Benno Bokk Yakaar au niveau des partis socialistes. Il y a également à l'interne, au sein de ce parti, une faction, une tendance qui appelle à des retrouvailles entre le Parti socialiste et ses dissidents, dont notamment Khalifa Sall, les Barthélémy Dias. Donc, il y a vraiment une tendance à la recomposition au sein de ce parti. L'Alliance des forces de progrès n'existe presque plus sur le terrain politique. Il se trouve également que son leader est dans une presque fin de carrière ou bien une carrière politique déclinante, dépassée par les événements, mais également qui n'est plus de cette époque-là. Moustapha Niasse. Oui. Donc, ayant mesuré un peu quand même cet état de fait, Macky Sall s'est dit que la durée de vie de son compagnonnage avec ces partis-là est arrivée presque à expiration. Il s'est rabattu sur quelqu'un qui, quoi qu'on puisse dire, est quand même un symbole politique, mais également qui a le sens du jeu politique. Idrissa Seck, quoi qu'on puisse dire, il a le sens du jeu politique, mais également représente quelque chose dans ce pays. C'est vrai que ces scores ne sont pas fameux. Du point de vue de l'organisation, le Parti Rewmi n'a pas quand même une certaine envergure, mais quand même on peut compter sur le coefficient personnel d'Idrissa Seck, mais également son sens du jeu politique pour rentabiliser quand même ce recrutement, comme on pourrait dire, pour rentabiliser ce recrutement. Là où je ne suis pas d'accord avec certains analystes, pas moi, pas vous. Même tant bien que c'est un tal, quoi. Là où je ne suis pas d'accord avec certains analystes qui disent qui pour justifier un peu l'arrivée d'Idrissa Seck dans la majorité présidentielle, invoquent souvent des considérations économiques. Là, je ne suis pas d'accord. Quand bien même que des fois on compare l'arrivée d'Idrissa Seck dans cette coalition avec celle de Wade en 82, avec Diouf en 97. Les deux contextes ne sont pas les mêmes. Oui. Avec Diouf, nous étions dans une période d'ajustement structurel. Et pour appliquer les réformes économiques de l'époque, les institutions de Bretton Woods avaient demandé à ce qu'il y ait un minimum de stabilité sociale dans les pays concernés par les plans d'ajustement structurel issus du consensus de Washington. Et Diouf n'avait pas le choix. Oui. Là, Macky Sall a quand même le choix il avait le choix quand même d'aller pêcher où il voulait, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il faut reconsidérer l'arrivée d'Idrissa Seck dans la coalition Benno Bokk Yakaar, notamment sa nomination à la tête du Conseil économique, social et environnemental. Maintenant, il est arrivé en sauveur, il est arrivé en conquérant, connaissant le sens du jeu politique de ce leader. Est-ce que les atomes seront crochus avec le parti avec lequel il est obligé à collaborer, avec le parti parce qu'il est tenté d'élargir quand même sa base. Avec les recrutements qu'on a vus, le parti est en train de se réorganiser aussi bien à Thiès qu'à l'intérieur du pays. Je peur que des lendemains quand même de soubresauts puissent survenir entre le Parti Rewmi et la majorité présidentielle. Oui, parce que nous sommes en politique quand même. Oui, où tout est permis, tous les coups sont permis en politique. En tout cas, hier, on a entendu Landing Savané, quand même, qui est un allié du président de la République, dire que Macky Sall n'a pas droit à un troisième mandat et que la gauche n'est pas très bien représentée. Déjà, des frustrations aux côtés des alliés et même au sein de l'APR. On a vu ce qui s'est passé entre Mame Mbaye Niang et l'actuel directeur de cabinet du président de la République, Mahmoud Saleh. Il y a quand même une crise qui est en train de couver au sein de l'APR et même au sein de l'APR et ses alliés. Oui, alors, vous permettrez juste pour rebondir sur la question tout à l'heure sur Idrissa Seck et sur... moi, je propose aussi une lecture qu'on ne fait pas assez
une lecture plutôt hors du pays, une lecture internationale de cette alliance, cette nouvelle alliance politique qui a été beaucoup commentée sur le plan local, national. Parce que lorsqu'on regarde de l'extérieur, pour avoir vu et analysé un certain nombre de contextes politiques dans plusieurs pays africains, lorsqu'on dit celui qui est arrivé au premier à l'élection présidentielle, plus celui qui potentiellement aurait pu être chef de l'opposition, qui est arrivé deuxième, sont ensemble, d'un regard international, c'est quand même quelque chose qui a du poids, il faut le dire. C'est quelque chose qui a du poids, même si l'opposition a du poids également. Mais donc là-dessus, c'est vraiment, ça renforce véritablement la coalition au pouvoir. Parce que premier et deuxième dans la dernière élection présidentielle ensemble, vu de l'extérieur, on se dit, bon, le pays politiquement se porte bien. Après, ça, c'est pas mon jugement personnel, c'est un regard, une analyse. Maintenant, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Frustration, déclaration par-ci, par-là, qui cacherait quand même certains mécontentements au sein des alliés et même au sein de l'APR. Non, je pense qu'il y a, à coup sûr, on ne peut pas le nier, il y a un certain nombre de frustrations de part et d'autre, à l'intérieur même de la formation politique que représente la coalition Benno Bokk Yakaar et même au sein de l'APR. Mais ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Là, ce qu'on a, si ces frustrations ou ces divisions-là atteignent un point important, c'est qu'il va y avoir éclatement. Certains vont sortir, mais on n'en est pas là. Donc, comme ceux qui ne sont pas contents, est-ce qu'ils vont partir? Mais tant qu'ils restent, et même s'ils ne sont pas contents, je pense qu'il n'y a pas un danger immédiat pour l'APR et pour la coalition Benno Bokk Yakaar, même s'ils doivent surveiller toutes ces choses. Parce qu'on est en démocratie, il faut qu'il y ait des divisions, il faut qu'il y ait des avis divergents, que ce soit au sein des formations politiques de l'opposition comme du pouvoir. Donc en soi, je pense qu'avec le renforcement qui s'est fait au sein de la majorité présidentielle, je ne vois pas un risque immédiat pour cette formation qu'est Benno Bokk Yakaar. Oui, mais quand on entend un allié du président, Landing Savané, dire qu'il n'a pas droit, il a tapé fort quand même, il a osé franchir le Rubicon pour dire qu'il n'a pas droit à un troisième mandat et venir après dire que la gauche n'est pas bien représentée. Il fait partie de la gauche. Peut-être que son parti n'est pas dans le gouvernement, son parti n'a pas d'institution, alors qu'il est allié du président de la République. Quand on entend Mame Mbaye Niang dire que Mahmoud Saleh n'est pas à sa place, est-ce qu'on a comme l'impression que c'est une histoire de partage du gâteau? Mais forcément, il y a cette donnée de partage du gâteau. Forcément, ils sont au pouvoir. Chacun, il y a aussi, au-delà de l'intérêt général, il y a les intérêts personnels qui s'expriment. Ça, c'est pour ça que je vous dis, ça me semble, ça me choque pas tellement. Par contre, la gauche n'est pas assez représentée. Bon, je pense aussi que le PS, c'est la gauche. Absolument. Il faut qu'on redéfinisse dans notre pays, justement, c'est l'occasion de revoir ça. Qu'est-ce que c'est la gauche? Qu'est-ce que c'est la droite? Qu'est-ce que c'est le centre? Est-ce que même aujourd'hui, ces termes-là ont un sens? Même, on a des modèles qui ont été... Voilà, on a un modèle qui a été copié de l'ancienne puissance coloniale, bien entendu. En France, c'est assez net. Vous avez la gauche, le Parti socialiste, etc. Vous avez la droite, qui ont été au pouvoir, et vous avez maintenant Macron qui a éclaté tout ça. Aujourd'hui, nous... il y a l'extrême gauche, l'extrême droite, etc. Est-ce qu'on doit parler en ces termes-là? Je pense que la scène politique sénégalaise et même africaine de manière générale se recompose et délaisse cette catégorisation-là. Nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aucun parti ne peut être allé au pouvoir seul. Oui. Il faut forcément des coalitions. Et donc, dans quel sens? Mais il a le droit, Landing Savané, après tout, de dire, de donner sa position. Maintenant, de dire que la gauche est représentée ou pas représentée, bon, est-ce que c'est des intérêts personnels qui parlent ou pas? Mais à mon avis, les choses ne se posent pas en question aujourd'hui. En 2020, au Sénégal précisément, le débat ne se pose pas en termes de gauche, droite, à côté, extrême droite, extrême gauche. Non. Je pense que on est dans un pays en voie de développement. Le plus important, c'est mener des politiques publiques qui soient efficaces et qui impactent la vie des populations pour améliorer leurs conditions de vie.
C'est la seule idéologie que tous les hommes politiques doivent, sur quoi tous les hommes politiques doivent s'aligner. Tout le reste, ce n'est que perte de temps. Pour moi, ce n'est que du charabia. Le plus important aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que les politiques publiques qui sont menées soient efficaces pour les populations, pour qu'on aille vers le développement. L'opposition doit surveiller ça, critiquer les politiques qui sont menées, faire des propositions, dénoncer ce qui ne va pas. Et puis, ceux qui sont au pouvoir doivent faire en sorte de faire moins de politique et plus de développement. Oui. Pape Sadio, sur la sortie de Landing et également de Mambéignan contre Mahmoud Saleh, on a entendu aussi avant-hier le président en recevant la diaspora menacer les ministres qui ont été démis de leurs fonctions pour leur dire que j'ai juste le pouvoir discrétionnaire de nommer qui je veux et de dégommer qui je veux, alors restez tranquille. Moi, je pense que la sortie de Landing Savané est inscrit un peu dans ce qu'on appelle le quotidien des coalitions. Que représente Landing Savané aujourd'hui dans la coalition Benno Bokk Yakaar? Du point de vue politique, son parti n'a presque plus une existence politique. Il y a une dissidence au sein de l'AJ. Et cette dissidence a beaucoup affaibli ce parti-là. Ensuite, ce parti n'a pas, dans le cadre de la prise de la parole publique, dans le cadre de l'exercice de la fonction tribunicienne, ce parti n'a pas existé. Je pense que l'appel de Landing Savané, sa sortie est beaucoup plus... parce qu'ici au Sénégal, on fait de la politique pour accéder aux ressources de l'État. C'est beaucoup plus... un appel du pied. Donnez-moi ma part. Oui, donnez-moi ma part. Oui. Donnez-moi ma part. Aujourd'hui, on a remarqué que presque ces partis qui ont accompagné le président Macky Sall en 2012, même si par ailleurs Landing Savané était dans la coalition de Wade, tous ces partis-là sont laissés à la traîne au profit de nouvelles alliés qui sont venus. Dans le cadre de la recomposition dont j'ai évoqué tout à l'heure, cette recomposition, la construction d'une majorité au sein de la majorité présidentielle, donc on s'est rendu compte que ces partis-là ont été laissés en rade. Mais il ne faudrait pas se tromper. Vous avez vu au sein même de l'Alliance pour la République, au sein de l'APR, il y a cette velléité aujourd'hui de révolte. Parce que dans le cadre des nominations, ce parti a reçu même la portion congrue, si on puisse dire, au profit des alliés. Je pense que cette méthode de Macky Sall est mettons un peu quand même et aux antipodes de cette manière de faire de la politique, parce qu'on ne peut pas suivre la branche sur laquelle on est assis. Son parti lui a permis d'arriver au pouvoir, la coalition Benno Bokk Yakaar lui a permis d'arriver au pouvoir, mais on est un peu quand même dubitatif sur la manière de faire de Macky Sall, notamment ces nominations qui des fois ont un caractère un peu particulier. Alors, Mambéignan, aujourd'hui, qui était un peu le chouchou quand même du coup présidentiel, quand il dit, il tape sur la table pour dire que le directeur de cabinet actuel du président de la République n'a pas sa place parce qu'il n'est pas de la hiérarchie A. Aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui Mambéignan veut extérioriser une frustration quand même qu'il a? Moi, je pense que c'est une certaine frustration qu'il est en train d'extérioriser, comme vous l'avez dit, qu'un problème de compétences. Et puis, Binta, il faut dire que dans ce monde globalisé, on réfléchit beaucoup plus en termes de compétences que de diplômes. Pour avoir connu Mahmoud Saleh, qui a quand même une certaine expérience politique, on peut dire que ce poste est de sa taille. On ne peut pas aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des réalités que nous avons héritées de la colonisation. Nous avons des réalités qu'on a héritées de l'administration française, qui pratique une certaine hiérarchisation dans le cadre des nominations, où il faudrait être titulaire de la hiérarchie A pour occuper telle ou telle fonction, il faut être la hiérarchie A pour occuper telle ou telle fonction. Moi, je pense que la sortie de Mambéignan est beaucoup plus une sorte de défouloir pour exprimer un sentiment de frustration que vraiment des motifs de compétence. Et je pense que s'il bénéficie de la confiance du président de la République, il peut valablement occuper ce poste. Il y a eu la parenthèse Babacar Gaye, qui en son temps était nommé directeur de cabinet. Avec la sortie de la presse, ce levier de Bokoulié là a
finalement obligé Wade à reculer. C'était à l'époque Abdelaziz Tall qui avait quand même levé le lièvre. Voilà, il avait levé le lièvre. Oui. Moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'on réfléchisse beaucoup plus en termes de compétences que de diplômes. Parce que nous sommes dans un monde globalisé, je l'ai dit tout à l'heure, et tant qu'on bénéficie de la confiance du chef de l'État, vraiment, on peut valablement occuper ce poste-là. Oui. Voilà. Pape Sadio Thiam, enseignant-chercheur, président du think tank Initiative Afrique 2030. Il est également journaliste. Nous recevons également Daouda Tall, qui est éditorialiste et consultant. Alors, Daouda Thiam, sur la recomposition politique, il y en aura forcément. Oui, il y aura... Même si nous sommes toujours dans ce contexte de mercato politique. Oui, il y aura. C'est déjà le cas, Binta, la composition politique. Clairement, la stratégie du président Macky Sall, elle est là. Hein. Je pense qu'il a voulu cette recomposition politique. C'est clair. Et donc, ça, d'un point de vue politique, au-delà des politiques publiques qui sont mises en place, bon, c'est ce qui aussi justifie ce remaniement, il faut le dire. C'est aussi ce qui justifie, d'un point de vue strictement politique, je parle, un certain nombre d'arrivées et de départs, bien entendu. Bon, cette recomposition politique, elle va se faire parce qu'il y avait quand même une forte menace en face. Oui. Quelqu'un, en l'occurrence le président du parti PASTEF, Sonko, oui, qui est arrivé très vite et qui est monté d'un cran assez rapidement pour arriver troisième à l'élection présidentielle. C'est quand même une forte menace, il faut le dire. Et je pense que là-dessus, lancer un certain nombre de soldats dans l'opposition pour éclater cette bulle qui s'est montée autour de Ousmane Sonko, je pense que c'est de bonne guerre. On ne peut pas dire le contraire. C'est aussi l'objectif du parti au pouvoir. Quand on est dans la gestion du pouvoir et qu'il y a une opposition, on est en politique, il faut faire en sorte de se renforcer et d'essayer d'affaiblir l'opposition quelque part, mais ne pas l'affaiblir dans le sens où réduire à sa simple expression, comme beaucoup le répètent. Moi, je pense que ça, c'est pas forcément dans cet état d'esprit que je parle. Par contre, essayer de se renforcer et essayer de faire en sorte qu'en face, la force puisse diminuer. On ne peut pas reprocher ça à l'Alliance pour la République. On ne peut pas reprocher ça à Benno Bokk Yakaar. Pareil, au niveau de l'opposition, les coalitions et les partis qui sont au pouvoir, s'ils peuvent aussi affaiblir le parti au pouvoir d'un point de vue politique, ils le feront. Mais ce qui est important au-delà de ça, c'est vraiment de prendre de la hauteur. En matière politique au Sénégal, ce qu'il faut, c'est prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur, c'est-à-dire discuter sur les questions de fond. Véritablement, c'est ce qui manque. Parce que tel est parti, tel a rejoint tel, cette coalition s'est éclatée, tel a transhumé, etc., etc. C'est des discussions autour de l'éthique en politique. C'est important d'en parler. Mais ça ne doit pas venir infester la scène publique, le débat public. Le débat public doit se recentrer autour de la mise en œuvre des politiques publiques. Oui. Et ça, véritablement, ça manque beaucoup. Et on parle de politique matin, midi, soir. Je pense que... Alors qu'il y a d'autres priorités, l'immigration clandestine, la question des licences de pêche, peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Pour cette recomposition politique, ça se fera avec qui, Pape Sadio Thiam? Bon, moi, je suis quand même un peu débutatif sur le thème de recomposition politique. Moi, je pense que ce qu'on considère comme une recomposition politique est une tentative, une manœuvre pour conjurer les effets collatéraux d'un possible troisième mandat. Je le pense absolument, je le pense bien, parce que nous sommes quand même dans un espace politique où les forces politiques ne sont pas équilibrées. Si aujourd'hui on a presque la majorité des forces politiques du pays du côté du camp présidentiel, même si par ailleurs Sonko, qui est revenu quand même troisième lors de l'élection présidentielle, n'est pas un macho, on ne peut pas aujourd'hui parler de recomposition parce que les forces ne sont pas à force égale. Ouais. C'est quand même le paradoxe de la gouvernance de Macky Sall. C'est comme le cas malien aujourd'hui. On est en train de vivre un cas assez atypique
avec la majorité des partis de l'opposition au pouvoir et la portion congrue entre guillemets de l'opposition dans l'opposition. En dehors de Sonko, que représentent les autres partis politiques? Que représente AJ de Mamadou Diop Decroix? Que représentent les forces de gauche comme le RND de Diallo Diop? Que représentent les autres partis politiques? Moi, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu sur la configuration de notre espace politique, qui est quand même un espace politique assez particulier. D'autant plus qu'aujourd'hui, tout ce qui crée des partis ne concourt pas forcément à l'expression du suffrage, mais concourt quand même à accéder à ce qu'on appelle les ressources publiques. Comment accéder aux ressources de l'État? C'est vraiment l'enjeu principal de nos leaders politiques. On ne concourt pas à l'expression du suffrage, mais on concourt à accéder aux ressources de l'État et comment les domestiquer. Voilà. Et on nous avait quand même promis la rupture avec tout cela, mais dans cet espace de recomposition politique, de remue-ménage politique, on a entendu quand même le président Abdoulaye Wade appeler à un front pour faire face. Mais est-ce que vous croyez à ce que Wade dit avant la présidentielle, quelques jours avant la présidentielle, alors qu'on attendait que Wade donne une consigne en faveur de Sonko? Il est quand même allé en Guinée où l'on continue de parler d'un deal politique qui n'a pas encore accouché. Le protocole de Conakry. Le protocole de Conakry. Aujourd'hui, on ne sait pas ce que Wade veut, ce que Wade a signé avec Macky Sall. Récemment, la presse a dit qu'un projet de loi est en gestation quand même pour amnistier et Karim Wade et aussi Khalifa Ababacar Sall. Le jeu n'est pas encore trop clair. Non, le jeu n'est pas encore trop clair et vous avez raison, Binta. Et d'ailleurs aussi le fait qu'une certaine dissidence du Parti démocratique sénégalais ait rejoint le parti au pouvoir avec Oumar Sarr et Babacar Gaye qui ont formé une nouvelle formation politique qui était des ténors au sein même du PDS. Et tout ça, c'est à lire, effectivement. Bon, pour l'instant, je pense que ce qu'il faut constater, c'est que le président Wade, depuis le lendemain de l'élection présidentielle, avec ce qui s'était passé à Massalikul Jinan, je pense qu'on l'entend moins. Il est moins acerbe dans son verbe vis-à-vis de Macky Sall, du président Macky Sall, bien entendu. Donc, quelque part, et quelque chose... Bon, on a parlé de projet d'amnistie, de Karim Wade et de Khalifa Sall. Bon, peut-être que vous avez parlé de Conakry, peut-être que tout ça a été dans Conakry également. Allons savoir, tout simplement. Donc, quelque part, moi, ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que, bon, le président Wade nous avait dit quelque chose. Dans 50 ans, quelque chose de similaire. Ce sont ces hommes qui seront encore là. Le libéralisme. Bon, pour l'instant, les libéraux. Pour l'instant, c'est pas forcément que les libéraux, mais quand on regarde les têtes de pont du pouvoir, on voit bien que c'est des gens qui viennent véritablement de la famille d'Abdoulaye Wade. Donc maintenant, le plus important dans tout ça, je pense, c'est quelle position doit adopter l'opposition. Parce que moi, je suis au contraire pour une opposition forte. Une opposition forte, ça garantit plus la démocratie. Ça garantit plus le débat de fond dont je parlais. C'est-à-dire aller au-delà de la politique politicienne et parler du débat public, des choses, des questions centrales. Donc il faut que si l'opposition n'est pas forte, c'est un risque parce qu'on ne peut pas prendre tout un pouvoir totalement et le confier entre les mains d'une seule formation dans le pays. Le pays est divers, il y a une diversité d'opinions, donc c'est important aussi que l'opposition se renforce. Mais c'est à l'opposition maintenant de développer ses stratégies, de bien lire ce qui s'est passé et de voir aussi comment se positionner. Après, il y a des oppositions, hein. Il n'y a pas une seule opposition, bien entendu, parce que quand on l'a tenté, ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, pas qu'au Sénégal. Je ne connais pas de pays africains aujourd'hui, par exemple, où vous avez une opposition à 100% unie. Donc, ce n'est pas possible. Mais accepter de temps en temps de réagir face à un certain nombre d'initiatives, de décisions qui ont été prises au niveau du pouvoir pour se repositionner dans l'opposition, je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, je n'ai pas l'impression que
qu'on soit dans ce chemin-là. J'ai l'impression que là, on est dans un pouvoir qui se renforce et une opposition qui, quelque part, se cherche complètement. Il ne faut pas oublier aussi, il y a un certain nombre de figures montantes, que ce soit... on a parlé du juge Dème, on a parlé de Thierno Alassane Sall, on a vu aussi d'autres qui s'activent, des fronts de la société civile, etc. Les activistes. Voilà, les activistes. Mais là-dessus, je pense que le pouvoir a une lecture claire. Et ça, vraiment, le dire, ce n'est pas être d'accord forcément avec telle ou telle autre partie. Le pouvoir... aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir sont de fins stratèges quand même. À la tête, Macky Sall, bien entendu, parce qu'il a compris quelque chose. C'est que avec les nouveaux médias sociaux, par exemple, la contestation qui se faisait davantage dans la rue, elle se fait aujourd'hui de manière virtuelle. Vous imaginez tout ce qui est dans les réseaux sociaux, tout ce qui se dit, tout ce qui s'exprime dans les réseaux sociaux. Si ça devait éclater au grand jour, personne ne pourrait contenir ce mécontentement, ces avis divers, etc. Il faut le dire. Et ça, c'est dans tous les pays. Maintenant, le fait que ce soit virtuel, les gens ont plus tendance à parler de manière virtuelle derrière son écran plutôt que d'être un citoyen acteur physique. Et ça, je pense que c'est un véritable problème et c'est un paradoxe à la fois. On voit plus de contestations dans les différents pays, partout, mais on voit moins de rassemblements également. Donc, quelque part, le parti au pouvoir a très bien compris le fait qu'il faut être à côté des ténors, de ceux qui ont l'électorat, plutôt que de ceux qui parlent sur les réseaux sociaux. À mon avis, les réseaux sociaux ne leur font pas peur, pour être très concret. Je pense que c'est ça, la stratégie, c'est de se dire, ils parlent, ce sont des... activistes, etc. Ils peuvent continuer de parler. C'est pas le Sénégal qui parle. Voilà, nous, on s'entoure de gens physiquement. Et ça, l'opposition doit avoir une bonne lecture de ce qui se passe pour bien se positionner, parce que le débat public va être plus sain à partir du moment où, non pas que les forces sont égales, mais que tout le monde peut s'exprimer. Et je pense que vouloir une opposition qui existe véritablement, c'est rendre service à la démocratie. Ce n'est pas contre le pouvoir, mais c'est pour la citoyenneté. Oui, tout ça se fait quand même au détriment des jeunes à qui le président quand même avait promis des emplois. On a vu à l'arrivée ce qui se passe. Ils sont en train de mourir dans l'océan parce qu'il n'y a plus d'alternative chez eux. Je parle du Sénégal. Et également, on a vu que parmi ces jeunes qui partent, la majeure partie sont des pêcheurs parce qu'on a vendu notre océan à des bateaux étrangers. Je veux évoquer cette question de licence de pêche qui est dans un flou au total aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je pense que c'est quand même un problème qui est spécifique à l'Afrique, qui, malgré ses cours d'eau, ses vastes cours d'eau, malgré ses ressources fauniques et aquatiques, malgré quand même la richesse de son sous-sol, devient de plus en plus pauvre. Binta, si vous allez par exemple à Saint-Louis, que je fréquente un peu, si vous allez dans les quartiers traditionnels de pêcheurs, si vous allez à Kayar, si vous allez dans ces patelins-là, la pêche n'est plus une vocation, elle est devenue une seconde activité. Pourquoi? Kayar qui a décrété aujourd'hui journée sans pêche. Parce qu'il n'y a pas de poisson. Ce n'est plus une activité traditionnelle, ce n'est plus une vocation, c'est devenu une seconde activité. Parce que nos ressources halieutiques ont été pillées. On a signé des accords de pêche avec des pays. Aujourd'hui, la pêche au filament, la pêche avec ce qu'on appelle les torches laser, la pêche avec ce qu'on appelle et également la monopolisation de certaines espèces. Nos pêcheurs sont tentés de s'appauvrir. La pêche, je l'ai dit tout à l'heure, n'est plus une vocation, elle est devenue presque une seconde activité. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que nous rapportent ces accords de pêche au-delà de ces centaines ou bien de ces poignées de milliards qu'on récolte. On aurait dû construire des usines de transformation. Nous faisons aujourd'hui une comparaison. Nous faisons référence aux pays asiatiques qui ont su construire en presque une décennie des pays émergents. Mais ces pays émergents ont été construits à partir de la notion de la transformation. Si on n'est pas capable de transformer nos produits halieutiques sur place en créant des usines, avec les effets d'entraînement, est-ce que cela fait?
nous serons toujours pauvres, nous serons davantage pauvres. Et je pense que, par exemple, un ministre comme Alioune Ndoye, qui est arrivé à la tête de ce département, a une claire conscience, je pense qu'il a une claire conscience de ces enjeux qui sont les enjeux de la transformation de nos produits halieutiques sur place avec ce qu'on appelle les effets d'entraînement politique et économique. Ton ami Patrice ne va pas te tirer les oreilles absolument. aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Auditer d'abord ou supprimer totalement ces licences de pêche? Ça devient quand même grave, ce qui se passe dans nos eaux. Bon, Binta, je pense que des audits, ça existe dans les tiroirs, à mon avis. On pourrait évaluer les choses, certainement, mais supprimer les licences de pêche, vous savez, quand un État, c'est un État. Lorsqu'il s'engage, il ne se désengage pas aussi facilement. Et puis, au-delà de ça, la lecture qu'on n'a pas souvent, c'est voir le fondement même de cette coopération. C'est aussi l'aide publique au développement. Qu'est-ce qu'il faut incriminer quelque part dans tout ça? C'est aussi en bonne partie l'aide publique au développement parce qu'il y a des conditionnalités. Donc lorsque vous n'ouvrez pas les marchés, lorsque vous ne permettez pas une collaboration entre les entreprises, vous ne pouvez pas véritablement toucher une aide publique au développement. Et ça, l'aide de l'Union européenne répond à un certain nombre de conditionnalités, bien entendu, mais dans leur état d'esprit, lorsqu'ils donnent cette aide publique au développement qui passe par l'appui budgétaire ou par les ONG, l'idée c'est de renforcer les entreprises, mais il faut que ce soit cohérent, une cohérence des politiques de développement. On ne peut pas aider les pêcheurs et ensuite leur empêcher de profiter de la pêche artisanale. Donc, je pense que là-dessus, il faut s'asseoir avec l'Union européenne et discuter. Très sérieusement. Merci beaucoup à notre confrère Pape Sadio Thiam et à Doudou Tall. Consultants, merci et bon dimanche. And you should know